Voilà. Pas besoin de ça. Hop. Par contre, besoin de ça. Du milieu très très haut de gamme. Voilà, du très haut milieu de. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue les vidéos dédiées à la PRK9 de chez GG. Donc cette vidéo, elle reste dans le batch de vidéos sponsorisé par Columbia Sport Airsoft. Donc un grand merci à eux. Aujourd'hui, on devait faire l'upgrade. L'upgrade est fait. Je vais pas parler que de ça. Parce que du coup, je l'ai démonté. Je l'ai modifié, je l'ai upgradé et je voulais qu'on parle de tout ça. Donc du démontage, de l'upgrade et du coup faire un petit retour d'expérience, un petit rétex sur cette réplique et les choses qui vont pas. Après avoir essayé de remonter, de réparer ma RK47 GG, que j'arrêtais GG. J'ai repris GG parce que voilà, ils ont sorti cette petite bestiole qui est vraiment chouette, qui est vraiment exotique et ça donnait envie. Mais bordel, on est déjà rentré rapidement dans le vif du démontage. Le démontage, il n'y a rien de bien sorcier comparé à ce que je pensais. Il y a des petites différences avec un type AK classique, mais overall, il n'y a pas grand chose qui change. On enlève la poignée par la vis qui est ici, on enlève le cache, on enlève la vis sur le sélecteur de tir, on enlève le sélecteur de tir. Pour séparer la partie avant de la partie arrière, il y a 4 vis. Les 4 vis, elles sont à l'intérieur, comparé à beaucoup de types AK où elles sont à l'extérieur en dessous. Là, les 4 sont à l'intérieur, il y en a 4. 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. Avec ça, 2 vis supplémentaires qui tiennent le bloc up dans la partie arrière. Vous pouvez enlever les 4 vis et en jouant un peu, faire sortir la partie avant tout en laissant le bloc up solidarisé à la partie arrière. Les vis sont pas ultra accessibles. Si vous avez une longue clé Allen, ça ira top parce qu'un tournevis avec un embout ça peut gêner un peu, surtout celles qui sont au niveau du bloc up. Et avec les câbles du MOSFET et de la connectique qui passe par dessus, c'est un bordel monstrueux à atteindre. On voit vraiment qu'en fait le MOSFET il a été rajouté après, les premières gens n'en avaient pas. Tout le câblage avec le MOSFET il est bourré à l'intérieur ici, là où normalement vient se loger une grande partie de la batterie. C'est bien que la batterie qui est conseillée avec, là c'est une 11.1 avec les trois éléments vraiment à part. Elle ne rentre pas dedans. Elle rentre, mais il faut tellement jouer, tellement forcer pour fermer le capot que ça vient appuyer sur le bloc up et ça crée des misfeeds. Voilà. Donc autant dire que le MOSFET il a dégagé. Ça a été rajouté parce que tout le monde met des MOSFET, parce qu'il faut rajouter des MOSFET, parce qu'il faut mettre un MOSFET. C'est rajouter des éléments pour rajouter des éléments sans apporter des modifications en conséquence à la réplique. Ensuite, niveau démontage, rien de bien particulier. La seule petite particularité, c'est au niveau du bloc up Rotary qui se démonte un petit peu différemment d'un bloc up d'AK standard. La grosse différence qu'il y a, c'est que vous avez la roue de réglage sur le dessus. Pour pouvoir démonter entièrement le bloc up, il faut retirer cette roue. Il y a un petit serre-clip sur le haut qu'il faut pousser avec une pince, avec n'importe quoi, pour pouvoir enlever cette roue. Faites attention parce qu'elle est montée sur un clic, donc il y a un petit ressort et une petite bille en dessous. Si vous paumez ça, vous n'aurez plus le clic. Voilà, le reste du hop-up se démonte très classiquement. Quand on commence à démonter et à voir un petit peu l'interne, il y a des trucs qui vont pas. C'est une réplique qui vaut cher. On va pas tergiverser, il y a plus cher, il y a moins cher, mais il y a quand même moins cher. C'est une réplique qui est en moyenne, en grosse moyenne, parce qu'il y a vraiment une fourche très large, entre 300 et 400 euros. Et elle est souvent, même très souvent, plus près des 400 que des 300. Très haut milieu de gamme quand même. Quand on commence à mettre le nez dedans, déjà quand on y arrive, parce qu'il y a certains trucs qui font qu'on a l'impression que les mecs veulent vraiment pas qu'on démonte, ce qui est un peu le cas, on va pas se le cacher. Du frein filet sur la vis du calage moteur. Moi je voulais desserrer mon moteur avant de l'enlever, c'est mieux. J'ai dû chauffer très légèrement l'emplacement et j'ai enlevé du frein filet rouge. Le calage des gears. Le calage des gears, il était
dégueulasse. J'avais des marques de frottement sur sur le Spur Gear. Et je m'en suis quand même pas beaucoup servi. Hein. Elle a tiré peut-être une trentaine de chargeurs là en tout, c'est quand même pas grand chose. Et là, les marques sur le Spur Gear, c'est un truc de ouf. Donc le calage des gears, il est complètement aux chiottes. On a un guide ressort sur roulement d'origine, donc ça, pourquoi pas. On a un ressort de camion, ça c'est sûr, parce que vu la longueur du canon, on est obligé de remettre un ressort un petit peu costaud si on veut atteindre une puissance respectable. On a une Joule 2 en 0,25, mais un guide ressort sur roulement avec la vis au bout du guide ressort à un tour et demi de se barrer, un tour et demi de tomber. Ça aurait fait bien dans la gearbox, ça. C'est là qu'il aurait fallu mettre du frein filet, pas sur la vis du calage moteur. On bourre de l'ETU, du MOSFET, donc de l'ETU Electronic Trigger Unit, je crois que c'est ça. Donc un système de détente électronique pour se passer de tout ce côté mécanique et puis avoir un truc quand même un petit peu plus fluide, un petit peu plus fiable et puis un petit peu plus réactif. On bourre du MOSFET, par contre il n'y a toujours pas de gearbox QD, en 2023 toujours pas de gearbox QD. Et un nozzle en plastique de merde sans joint torique. Et à côté de ça, on bourre de l'ETU, des MOSFET pas du tout programmables à part un burst de 3 coups. Et on n'est pas foutu de faire un calage et de mettre des pièces à peu près propres. On en parlait sur Airsoft francophone et là je trouve que le Gus a eu vraiment une idée top. Vendez les carcasses vides. À ce niveau-là, vendez les carcasses vides. Et laissez la possibilité aux joueurs de foutre ce qu'il veut dedans. Offrez la possibilité en fait d'acheter la carcasse vide si vous voulez la vendre pleine à côté et que les mecs ils s'emmerdent pas. Mais offrez la possibilité d'acheter la carcasse complètement vide. Et puis les gus derrière, nous on se démerde et puis on met ce qu'on veut dedans. Pour presque 400 balles, c'est moyen. Très moyen. Parlons de l'interne. L'interne ça a beaucoup changé. Il y a le canon qui est resté d'origine parce que c'est un petit canon. Et que trouver des canons d'upgrade de cette taille-là, c'est chiant. Et en plus, c'est déjà un 603 ou 604. Donc un petit polymiroir. Et ça fait le café. Niveau du hop-up, j'ai changé. Donc j'ai mis le joint 50 degrés avec le tensionneur unicorne. Et franchement, ça file droit, ça file bien, ça file loin. Et ça reste précis et régulier. Au niveau de la gearbox, donc on a tout changé, on est passé sur une config Gear High Speed moteur high torque, histoire d'avoir un truc qui sac quand même bien correctement avec la Libro 11.1. Donc le moteur RES high torque qui honnêtement pourrait faire de l'ombre au SHS high torque parce que je trouve qu'il va vraiment bien, il envoie vraiment ultra sec à la 11.1 et c'est cool. Les gears SHS, tête de cylindre SHS, tête de piston SHS, piston Ares lightweight avec dents en acier, tête de piston donc SHS monté sur roulement, guide ressort SHS monté sur roulement histoire d'avoir le truc le plus fluide possible, donc gear 13.1 SHS. Ça a été un peu le bazar au niveau du nozzle parce que j'avais pas de nozzle exactement à la même taille, donc j'ai mis le nozzle FPS Softair dedans parce que les autres que j'avais étaient trop longs. L'étanchéité est pas 100%, surtout au plus loin, c'est pas 100%, mais ça ira pour le moment et je changerai par la suite. J'ai mis un cylindre plein, on m'a dit que pour un canon de course c'était pas top, qu'il valait mieux mettre un cylindre ouvert. J'entends les deux versions, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là-dessus. J'ai pas changé le tappet plate, j'ai pas changé le selector plate. Le ressort, j'ai mis un ressort un petit peu moins costaud, mais j'avais pas de ressort non linéaire sous la main. Je verrai au premier passage chronie pour voir pour ajuster ça. Le gros du boulot a été de changer bien sûr le MOSFET, de virer le TU, de virer donc le TU avec le câblage de MOSFET et de changer le MOSFET. J'ai mis un MOSFET T238. Du coup ça me remplace entièrement le TU et le MOSFET. C'est tout à l'intérieur de la gearbox. J'ai juste un paquet de câbles quand même qui sortent parce qu'il y a les deux câbles qui vont au moteur et les deux câbles qui sortent de la connectique. Plus les deux câbles pour le gel blaster. Normalement, Chef Pampan il a dit qu'il fallait les laisser parce que ça pouvait servir un jour, donc je les ai juste isolés et je les ai laissés, ils sont cachés un petit peu derrière où il faut. J'ai donc installé mon petit MOSFET T238, l'installation s'est fait finger in the nose, j'ai juste dû modifier un
un endroit sur l'extérieur de la gearbox qui venait appuyer en fait sur un bout du MOSFET et qui m'empêchait de fermer ça correctement. Et du coup, le MOSFET T238. Là, j'avais une cadence en full qui était un peu violente. J'ai des chargeurs de 40 coups. 40 coups, c'est pas beaucoup. Donc je voulais quand même pouvoir envoyer un petit peu du lourd, mais pas avoir de full. Parce que 40 coups avec une cadence comme ça, le chargeur part en 1 seconde et demie à peu près. Je mets quand même les lunettes au cas où, donc j'ai voulu avoir du semi. Bien sûr, semi. Donc là, ça sac. Et je voulais avoir du binary. Seulement, de base, semi-binary avec le T238, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas transformer le full en binary. On peut transformer le full en semi et en burst, mais pas en binary. On peut transformer que le semi en binary. Donc, ce qu'il a fallu faire pour garder la configuration avec le semi vers le bas, ça a été, dans un premier temps, donc, de transformer le semi en binary. Donc j'avais du binary ici dans cette position. Ensuite, de transformer le full en semi. Et ensuite, de passer le sélecteur en mode G36. Pour que les positions du sélecteur soient inversées et qu'on se retrouve avec notre full transformé en semi ici et notre semi transformé en binary ici. Sans souci, c'est un petit peu chiant parce que le système de programmation du 238 de base se fait tout à la détente et chaque fois que vous rentrez dans le menu, que vous enclenchez, que vous faites un réglage, ça vous sort du menu, il faut tout recommencer pour le suivant. Et sachant que les menus, il y en a 9. J'ai remis à peu près tous les réglages de base, j'ai juste mis un tout petit peu de pré-engagement de piston, donc de pré-cocking. Il y a 15 positions, je crois que j'ai pas mis à fond, parce qu'à fond ça risque toujours de coincer. J'ai dû mettre une petite moitié à peu près, histoire juste que ça me raccourcisse un peu le tout. Et honnêtement, c'est rigolo. Ça envoie bien, le semi envoie vraiment bien. Et le binary, c'est rigolo. Ah, j'adore cette connerie. Je ne l'ai pas encore passé au chrony, j'ai regardé un petit peu les perfs qu'on obtient. En 0.25, on a une très bonne portée, ce sera à mesurer exactement, à régler correctement et à tester ça en jeu. Je pense que j'ai clairement baissé en puissance, que j'ai mis un ressort moins costaud. On était là à 1,2 joules en 0.25 et c'était trop pour du jeu en CQB. Donc là, normalement, je pense que je suis largement bon niveau puissance. Je me suis permis de rajouter les petits machins MacPool. Là, niveau confort, j'aime bien. Ça fait moins agressif que le rail, ça ajoute un petit peu de couleur. Il y a eu beaucoup de boulot dessus. Elle a beaucoup changé. Elle s'est bien améliorée. On est bon. Donc encore une fois, merci énormément à Columbia Sport Airsoft pour la réplique, les accessoires et l'upgrade qui m'ont permis de faire, une grosse partie de l'upgrade qui m'ont permis de faire ce petit custom vraiment cool en fait, j'adore ce truc. La prochaine étape sera de se retrouver sur le terrain, de voir un petit peu le comportement que ça peut avoir en jeu, et voir vraiment les perfs qu'on obtient par rapport à la sortie de boîte. On a terminé avec cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un pavé dans les commentaires, savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous y avez fait, si vous comptez l'acheter, n'hésitez pas à poser des questions, toujours faites-vous un pavé dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis comme toujours merci d'avoir regardé, salut, Airsoftez bien, et à la prochaine.